Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. Pour les prochaines bonnes idées, me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres, c'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres, c'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous les copains, ça y est, il est l'heure du Juste Bistrot, 16h48, il est l'heure du 384e épisode du Juste Bistrot. Nous sommes le 4 octobre 2024. Ah ça y est, putain, on y est. Ah, octobre, ça pue du fiac. Ah ouais, non, franchement, il n'y a pas à dire. On a beau dire, on a beau faire. Septembre, déjà, c'est moyenasse. Mais alors là, octobre... Alors, novembre, tu te flingues. Novembre, c'est franchement... à novembre, on devrait passer d'octobre à novembre. Octobre à décembre. Parce que vraiment, ils nous ont foutu novembre au milieu. C'est le pire du pire. Hein. C'est le fond du fait-tout, novembre. Hein. T'es vraiment sur il pleut, il fait froid, il fait gris. T'as même pas Maria Carey qui commence à te casser les pieds avec All I Wish for Christmas is You. T'as que le truc nul de l'hiver. Voilà. Octobre, c'est un discours de Michel Barnier où t'as que... un discours de Michel Barnier. Voilà, donc c'est une catastrophe. Franchement, ça me fatigue. Voilà, ça me fatigue, je le dis, les amis. Alors, on y va, plein gaz aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va se dire? On a beaucoup de choses, les copains. On va se refaire une petite tartine de Conspiracy Watch. Ouais. J'ai envie de regarder leurs vidéos. Je suis humaniste. Il faut toujours avoir un œil sur ce qui se fait de mieux. Hein. On va parler de la propagande de nos médias en France et notamment sur la question israélo-palestinienne. Plusieurs séquences se multiplient ces derniers jours et c'est assez fou. Donc on va revenir sur ça. Et puis on reviendra sur le documentaire de De Gaulle. On va essayer de le finir aujourd'hui, les amis, pour se faire un bon vendredi. Voilà, un bon vendredi, on va se fendre la gueule. Et nouvelle vidéo à 18h. Nouvelle vidéo à 18h sur la chaîne YouTube de Juste Milieu, les amis. Ça va être cocasse. J'espère que ça va être cocasse. Déjà, la miniature, voilà, à 18h, tu vois, c'est ça qui arrive. Regarde, bouge pas, si je mets l'écran. Tac. Voilà, tac. Voilà. Paf. Voilà. Ça, c'est à 18h. Donc, à mon avis, on n'est pas sorti du sable. Voilà, je vous le dis, les amis, on va parler de tout ça. Évidemment, comme d'habitude, vous connaissez la guinguette, tous les affreux Jojo qui nous regardent sur Twitter et Facebook. Rendez-vous sur Twitch, les copains. Comme d'hab, venez faire péter les compteurs. On compte sur vous, on a besoin de vous. Découvrez Twitch. Vous pouvez, il n'y a même pas besoin de faire un compte. Je veux dire, vous cliquez sur le lien qui est en commentaire du post sur lequel vous regardez la vidéo et vous venez sur Twitch. Maintenant, vous connaissez. Voilà. Si vous le faites pas, c'est que pour moi, vous êtes des méchants. Vous êtes l'extrême droite et à mon avis, vous ne condamnez pas le Hamas. Alors, avant toute forme de blague, évidemment, aujourd'hui, on a une pensée très émue pour le grand, l'unique, on peut le dire, Michel Blanc qui nous a quittés. Je vous avoue, j'étais tristoun. J'étais tristoun. Alors, le fil de la vie fait que, par moment, il y a des gens qui nous quittent. Quand tu bricoles, t'es à 95 baloches. Effectivement, tu te dis, t'es quand même plus proche du corbillard que de l'école maternelle. Michel Blanc, 72 ans, putain. Je veux dire, j'ai fait les comptes. Hein.
Prenez Maître Gims, rendez-nous Michel Blanc. Voilà. Non, je rigole. Faut pas. Attends, c'est une blague. C'est une blague. Attention. Non, non, ou prenez Aurore Berger, voilà, par exemple. Prenez mes gosses, quitte à tout prendre de la télé. Florent Pagny, ma liberté de penser. Non, Michel Blanc, franchement, un des acteurs voilà, que j'aime beaucoup, voilà, par cette capacité à passer du rire aux larmes. Hein. Je me rappelle de ce film que j'avais vu au Cinoche qui m'avait secoué. C'était et soudain tout le monde. Attendez, bougez pas. Et soudain tout le monde me manque, dans lequel il joue. C'est ce film-là, je sais pas si vous l'avez vu. Je vous le dis pas parce que vraiment, c'est un bon film de week-end. Voilà, si dimanche soir vous savez pas quoi regarder sous le plaid sur le canapé, prenez ce film. C'est un joli film qui est rigolo avec Mélanie Laurent, avec Michel Blanc bien évidemment. Euh, qui est rigolo, qui est sympa, qui est attachant comme film. Et Michel Blanc est extraordinaire avec cette capacité voilà, à passer du rire aux larmes d'un registre à l'autre. Il a fait Docteur aussi avec Hakim Gemili qui était vraiment super. Bien évidemment Les Bronzés, bien évidemment en fait une jolie carrière, une jolie filmographie. Michel Blanc évidemment donc on a ouais non ça une pensée vraiment une pensée. On pense à l'équipe du Splendide aussi les collègues avec qui il a fait Les Bronzés. Hein. Regardez, jolie filmographie quand même en tant qu'acteur, c'est beau. Hein. Depuis 1974, hein. Putain, c'est beau. Hein. Ah, j'ai pas tout vu, hein. Je vais pas vous mentir. Voilà. Alors qu'il a joué dans On aura tout vu pour le coup, tu vois. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, ça c'est vrai. Ah, les Bronzés font du ski. Après, dans les années 80, viens chez moi, j'habite chez une copine, évidemment. Ma femme s'appelle Revient, le Père Noël est une ordure, extraordinaire, évidemment. Évidemment, Papy fait de la résistance, ah ouais, putain. Ah, ça fait plaisir. C'est pas ma génération, du haut de mes 14 ans, mais c'est vrai que. Ah, ça. Ah, Sniff. Ouais, j'ai envie de dire Sniff. Merci la vie de Bertrand Blier, c'est chouette, ça. Ah ouais, Sniff. Grosse fatigue aussi. C'est son premier film, hein, le premier film qu'il réalise lui-même, hein, sauf erreur. Ouais, ouais, embrasser qui vous voudrez. Bah après, ouais, ses propres films, c'était chouette. Hein. Les Bronzés 3, tiens, faudra qu'on en reparle. On va commencer l'émission comme ça, parce que Les Bronzés 3, tout le monde l'aime pas, tout le monde le taille, ce film. Moi, j'aime plutôt bien. Voilà, soudain, tout le monde me manque celui dont je vous parlais. L'exercice de l'État, hein, quand on parle des différents registres hein, de Michel Blanc, film magnifique sur la politique, hein, vraiment très très fort. Ah, Red Dung, je l'ai pas vu, tiens, je savais pas qui jouait dedans. Docteur, voilà, c'est celui dont je vous parlais qui est vraiment chouette. Les Tuches 4, bah oui, c'est vrai, il y est, ouais, ouais, c'est vrai. Ah non, mais c'est. Ah ouais, oh, l'émotion, tiens. Ah bah tiens, on va commencer comme ça. Hommage à Michel Blanc, évidemment. On va regarder cette vidéo extraordinaire. Assez ancienne d'ailleurs. Attendez que je retrouve ça. Tac, 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 bougez pas, je suis sur YouTube. Voilà. Le championnat d'Europe de la gentillesse. Un sommet d'absurde où il est extraordinaire dans ce rôle, hein, dans ce rôle comme ça comment dire, ah, je perds les mots. Euh, Merde, ah, celui qui subit un peu les moqueries de tout le monde et tout, mais qui réussit toujours. Du souffre-douleur, le merveilleux souffre-douleur, voilà, qui arrive tout le temps à s'en sortir. On se regarde ça, c'est vendredi, hommage à Michel. De cette vidéo, les amis, qui est vraiment, vraiment chouette, qui est un sommet d'absurde, on rigole bien avec Michel Blanc. Et vous aurez reconnu, bien évidemment, Gérard Darmon. Gérard Darmon, qui est le représentant de l'Italie sur cette vidéo, dans ce sketch. Voilà, donc. Magnifique, magnifique, on embrasse. Et donc, petit débat quand même, petit débat là-dessus, les amis, sur les Bronzés 3. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez bien aimé ou pas? Le débat est vif. Le débat est vif, je sais qu'il y en a qui ont détesté, beaucoup ont détesté. Euh, c- Moi, je fais partie de ceux où, tu vois, qui se disent, bon, après tout, ça va, tu vois, ça va, mais j'ai l'impression que c'est chaud. Apparemment, c'est chaud. Voilà. Bayard 92, de la merde. Orlov 1389, daube. Pas vu pour Gijo BZH. Complètement nul pour Karim CHU Haute-Pierre. Je ne l'ai pas trouvé si pire. Lux Talua 88, moi je suis plutôt d'accord avec ça. Un goût de trop peu pour El Pib Leboski, c'est vrai. Non, très mauvais pour Gaëtan du 44. Nul pour Olivier Mars 13. Il y a plus de saison, on nous a pris pour des pigeons. Ishigo Bankai 38, nul à chier. Pas vu pour Vic Blivion. Ouais, non, c'est. Tiens, on va faire un sondage, tiens, c'est Olivier. Oh, arrête d'écrire en majuscule, Olivier Martresse, ça me casse les couilles. Écris en normal, t'inquiète. Je fais un sondage, on va voir, on va prendre un petit peu ce que ça donne. Paul, regarde, tac, regarde. Les Bronzés 3.
Bien ou pas bien? Voilà, je mets la question bien ou pas bien. Donc, c'est pas le développement du siècle, mais c'est pour avoir un peu votre avis. Voilà. Lien dans le chat, là. Lien dans le chat pour voir le sondage, les amis. Ce que vous en pensez sur les bronzés 3. Je sais que ça fait pas l'unanimité, mais c'est toujours intéressant. Ouais, pas bien, 16-2 pour l'instant. Ouais, ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, 24-4, bon, 28-4. Bon, clairement, vous n'avez pas aimé. Hein, vous n'avez pas aimé, j'ai l'impression. Eh ben, moi, je l'ai pas trouvé scandaleux. Tu vois, pour vous partager mon avis, je l'ai pas trouvé scandaleux. On sent qu'on se rapproche quand même on se rapproche de la comédie moderne. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles j'ai quand même envie de le défendre, c'est parce que je trouve qu'il marque le virage en fait entre deux époques. Entre deux époques, les comédies un peu à l'ancienne, avec ce fond d'intelligence, tu vois, les bronzés, que ce soit le 1 ou les bronzés font du ski, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un propos qui est très intelligent, il y a un propos très social, en fait, sur un peu la critique de ces apprentis bourgeois, ceux qui allaient devenir les boomers, voilà, cette envie comme ça de jouir sans entrave. Vous savez, la génération héritée de mai 68, qui avait envie de profiter, qui découvrait les vacances, cette génération Club Med, c'est ce que dit le premier épisode. Il y a cette scène dans Les Bronzés font du ski, où vous savez, ils font un pique-nique dans une randonnée là dans la neige, ils foutent des détritus partout, puis ils disent non mais c'est bon, la neige recouvrera. Je trouve que dans Les Bronzés font du ski, il y a vraiment déjà, enfin dans les deux premiers épisodes d'ailleurs, il y a un propos. euh, il y a un propos social, tu vois, qu'on oublie souvent de souligner, mais c'est une comédie qui est vraiment intelligente. Comme Papy fait de la résistance, globalement, les comédies qui ont pu être faites par le Splendide sont des comédies qui ont un vrai propos intelligent, que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Euh, et c'est vrai que Les Bronzés 3 devient plus facile. Ça devient plus facile. C'est-à-dire que tu sens en fait la comédie euh, qui a plus vraiment besoin de propos, où on est sur le gag pour le gag, c'est-à-dire les énormes nibards de Marianne Chazelle, voilà, où en fait, t'as pas de gag, elle arrive, bon, elle a des gros seins, voilà. Michel Blanc, il arrive, il a une perruque. Bon, t'es sûr du gag un peu facile parce que c'est dur de faire des comédies bien écrites, avec des propos, avec un regard un peu aiguisé, avec des blagues qui ne sont pas que des blagues. Euh, et je trouve que c'est plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué aujourd'hui. Et les Bronzés 3, tu sens qu'ils tentent un truc. Tu sens qu'ils tentent un truc. Il y a le personnage de Christian Clavier, par exemple, qui est un peu voilà, le bourgeois sur la descente, qui est médecin, qui a pu un rond. C'est un peu difficile pour lui. Il y a un peu, c'est un peu la déception des bourgeois, quoi. Je trouve que ce que j'aime aussi dans l'épisode 3, c'est la continuité qu'il y a. C'est que on suit les personnages, donc c'est toujours plaisant dans les films de bande, hein, ouais, avec une bande d'amis qu'on voit évoluer. J'ai bien aimé aussi ce côté-là de se dire, bah, finalement, tout n'est pas si rose dans leur truc, tu vois, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver, même si c'est rigolo, les images sont belles, il y a la plage et tout, ça fait pas rêver. Mais c'est vrai que je trouve que le film est beaucoup plus automatique, quoi. C'est une succession de gags où, bon, ça s'imbrique pas forcément très bien les uns dans les autres. Le coup avec la patte de griffe, là, avec le personnage joué par Dominique Lavanant, bon, hein, franchement, j'ai vraiment pas vu l'intérêt. Mais ouais, je fais pas partie de ceux qui ont un regard trop dur sur, euh, sur cette comédie, mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et puis, pour la petite anecdote, je réponds à ta question, Lorenzo 1227. Après, si j'oublie, tu me la reposes. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, il y a une anecdote aussi qui circule sur l'origine des Bronzés 3. J'avais entendu ça dans une vidéo, une ou deux vidéos YouTube, puis dans un papier que j'avais lu, je ne sais plus où. Il y a une anecdote qui circule, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais paraît-il que au départ, l'équipe du Splendide devait réaliser un nouvel épisode d'Astérix et Obélix. Il était prévu que, je crois que ce soit Michel Blanc ou Gérard Jugnot qui soit aux manettes de ce projet-là, et qu'il devait faire un nouvel épisode avec la bande du Splendide. Et qu'en fait, au dernier moment, du coup, ça doit être Uderzo ou Goscinny, enfin l'un des deux principaux ayants droit, a dit non, a dit on fait marche arrière, c'est non. Il voulait pas.
Et donc, ils se sont retrouvés un peu emmerdés parce que tout le monde s'était organisé pour être présent sur le tournage, tout le monde avait pris ses dispositions, et ils se sont retrouvés avec toute la bande du Splendide en disant bon bah qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme ça qu'est né les Bronzés 3, et qui paraît que ça a été fait à l'arrache et que ça se voit parce que justement bah, le projet n'était pas celui-là au départ, il devait faire et voilà Anarchy 08 complète dans le chat et du coup je pense que c'est plutôt ok sur cette anecdote. À la base, ça devait être Astérix en Hispanie, voilà, à la place des Bronzés 3. Et donc, ils ont un peu fait les Bronzés 3 en urgence pour compléter le bordel. Je vois, il y a qu'une Dune 73 qui complète aussi. Gérard Jugnot pour Astérix en Hispanie, ouais, c'est ça. Et c'est Uderzo, cette pive, qui a dit non, car il est le seul au monde à avoir détesté le film de Chabat. Ouais. Donc, effectivement, voilà, c'est ça. C'est Uderzo qui a refusé. Donc, ça n'excuse rien. Puis bon, de toute façon, dans tous les cas, c'est pas très grave. Mais cette anecdote a été marrante. J'ai découvert ça la dernière fois, c'était assez rigolo. Alors, mon Lorenzo 1227, mais vous inquiétez pas, ce soir, les amis, j'ai vu qui est passé par là. Il y a mon Yang Daouda qui dit salut Rémi, c'est quoi le programme aujourd'hui? Le programme, c'est il n'y a pas de programme. Donc c'est moi le chef. On verra. Si j'ai envie de finir à 19h, je finirai à 19h. En ce moment, je prends du plaisir sur Twitch. Ça part dans tous les sens. Dans le titre, je mets les thèmes que l'on va évoquer obligatoirement, mais sur le reste, laissez faire le professionnel. Là, j'ai envie de parler comédie. Voilà, j'ai envie de vous parler comédie. Après, on va parler guerre en Israël. Tout le monde va râler. Donc, il faut parler de sujets qui nous font rire. Tire sur mon doigt. Voilà, ça, c'est marrant. Donc, un petit truc en plus. C'est Lorenzo 1227 qui me demandait ça. Tu as regardé un petit truc en plus et si oui, tu as trouvé bien, point d'interrogation. Oui. Alors, je vous raconte l'histoire parce que ma milieu, j'ai cru qu'elle allait me sauter au cou. On est sorti de un petit truc en plus et elle me dit alors oui, t'as aimé, voyez-vous, machin. Et je lui ai dit écoute, je suis un peu déçu. Ah, j'ai cru qu'elle allait me péter la gueule parce qu'elle, elle avait adoré. Et en fait, je me suis rendu compte que ma critique a été con parce que c'est pas que je n'ai pas aimé, c'est que je suradmire Artus. Artus, pour moi, fait partie des tauliers absolus en termes d'écriture, d'intelligence d'écriture. Tout ce qui se fait se transforme en or. Hein. C'est plus de 11 millions de spectateurs, un petit truc en plus aujourd'hui. J'avais vu sa pièce Retour à David et Jonathan, mais qui m'avait fait hurler de rire, avec Greg Romano aussi qui était avec lui. Mais c'était à hurler de rire. Donc, en fait, j'admire vraiment profondément Artus. J'adore Artus. Et j'étais pas déçu par rapport au film en lui-même qui se tient très bien, mais par rapport à. Je m'attendais à mieux, tellement je l'admire et je l'adore. Mais en soi, le film est vraiment chouette. Après, voilà, pour pas être non plus, pour pas avoir un avis BA et sans aucun aspect critique, mais je l'ai trouvé vraiment bien, l'idée est vraiment super. Le principe, voilà, de reposer sur une troupe d'acteurs atteints de trisomie 21, je trouve ça très bien. Ça manque, mais de manière générale. Voilà. Je viendrai après sur cet aspect-là. Je trouve que le film est bien. Alice Belaïdi est super. Clovis Cornillac, je l'aime bien, mais bon, tu mets quelqu'un d'autre, ça me dérange pas. Voilà, mais dans le côté un peu bougon, un peu voilà un peu mafieux sur la descente, pourquoi pas. Le film se tient bien, le scénario casse pas trois pattes à un canard, hein, on va pas se mentir, mais je trouve que ça se tient bien et en fait surtout ce qui m'a plu, c'est pas tant le film, enfin comment dire, si le film m'a plu, mais c'est une comédie tout à fait sympatoche, qui fonctionne bien, qui touche au but. En fait, le but qui est de dire voilà, on bosse avec des handicapés, mais on s'en fout en fait. On propose un film, c'est les acteurs, comme tous les acteurs, eux ils sont handicapés, mais on s'en branle. Il y en a, ils ont les cheveux longs, il y en a, ils ont les cheveux courts, il y en a, ils sont petits, il y en a, ils sont grands, on s'en branle en fait. Et donc le film touche au but parce qu'effectivement, tu passes très vite outre. Tu passes très vite outre et j'avais trouvé ça vraiment très bien. Et puis ce qui m'a plu aussi, mais qui est, on va dire, indirect, hein, indirectement par rapport au film, ce qui m'a vraiment bien plu, c'est l'immense pied de nez. L'immense pied de nez qui est fait au monde du cinéma. Et ça fait plaisir. Artus le raconte dans le fait que il s'est fait refuser un paquet de fois des financements par des studios de production qui lui ont dit ouais bon les acteurs trisomiques ouais bon hein voilà et bon bah résultat c'est un putain de carton, 11 millions de spectateurs, ils ont tout pété, ils ont tout explosé, ça fait mieux que le Comte de Monte Cristo qui est une super production et c'est très bien, hein, chacun a sa place dans le truc bien évidemment. Mais voilà, j'aime beaucoup en plus de manière indirecte le pied de nez que c'est pour le cinéma. Maintenant, ce qui me fait peur, alors indépendamment de ce qu'a fait Artus, et 1000 fois bravo à Artus et à toute l'équipe du film, bien sûr. Hein,
indépendamment de ce qu'a fait Artus, j'ai peur en fait d'un truc, je vais pas vous mentir. J'ai peur que le cinéma, il voit une sorte de manne, une sorte d'opportunité où on commence à avoir des acteurs handicapés, tu sais, mais vraiment pour le quota, tu vois, alors que tout le monde s'en branle. Et ça, c'est un truc qui va me rendre fou. Je vous le dis tout de suite, parce que on a un tel ramassis de tocards dans le cinéma français que ça ne m'étonnerait pas qu'ils commencent à nous injecter des handicapés pour faire le quota, pour dire non, mais parce qu'en fait, nous aussi, en fait. Vous avez vu le dernier Bousin, là, avec Camille Lelouch, Marion Cotillard et Omar Sy. Bah, en fait, on a mis, alors lui, il a pas de bras, pas de jambes, mais vous avez vu comme on est bien? C'est sympa, hein. C'est juste pour l'apparence, sur l'aspect un peu, mais vraiment ultra cynique du truc. Et ça me fait un peu peur. Je vais pas vous mentir, ça me fait un petit peu peur. On va voir, mais je me dis, bon, le monde du cinéma français a tellement peu de morale qu'ils en seraient capables. Donc voilà, affaire à suivre, pas convaincu. Mais dans l'idée, je trouve que j'ai vraiment bien aimé, ça marche très bien. Comme à l'époque, enfin, à l'époque, c'était quoi, ça doit faire il y a 3-4 ans, il y a le duo Toledano et Nakache, les réalisateurs, qui avaient fait Hors Norme avec Vincent Cassel, que j'avais trouvé vraiment très bien aussi. J'avais bien aimé voilà, sur des histoires qui sont pensées pour intégrer des personnages handicapés. Et c'est ce qui est chouette, en fait. Je pense que là où un petit truc en plus touche juste, c'est que l'idée, c'est pas de mettre des acteurs handicapés pour dire, vous avez vu, on met des handicapés à la caméra. On s'en fout, en fait. Au contraire. Parce que l'intérêt est de dire, bah, ce sont des acteurs comme tout le monde et c'est très bien. Mais ce que j'aime, en fait, c'est quand le scénario intègre des personnages handicapés. Et ça, c'est chouette. Parce que mettre un acteur pour faire du quota, en soi, ça veut rien dire. Enfin, pour faire du quota ou pas. Mais quand une histoire est pensée avec un personnage, un ou des personnages handicapés, je trouve ça vraiment chouette. Parce que c'est encore plus fluide, c'est encore plus juste. Et Hors Norme est un peu comme ça. Le 8e jour, évidemment, Pascal Duquesne, Daniel Auteuil, pareil, super. Et je trouve ça vraiment chouette, en fait. Pour moi, le cinéma fera un pas en avant. Non pas quand ils vont se contenter de mettre des acteurs handicapés pour faire joli, quand on va imaginer des histoires autour du handicap, que ce soit au niveau de l'intrigue première ou secondaire ou tertiaire, on s'en fout, hein. Mais là, pour moi, on est dans la vraie inclusion. C'est pas l'inclusion, on met un emoji sur Twitter, on donne une subvention publique et vive l'inclusion. Non, non, non. Le cinéma va faire un vrai progrès pour moi quand on va penser des histoires avec le handicap, en se disant, bah, ça fait partie du jeu, voilà. Ça fait partie du truc, c'est stylé, il n'y a pas de problème. Et ça me fait plaisir. Voilà, ça me ferait plaisir. Et en tout cas, je trouve qu'un petit truc en plus. Et là-dessus, donc bravo. Voilà, bravo Artus, on le redit. Voilà. Alors sans transition, on reparlera Cinoche la semaine prochaine. Je vais voir Joker 2 dimanche. À ce détail près qui paraît que c'est de la merde. J'ai que des échos ultra négatifs. Donc, affaire à suivre. Merci à The Celtic Lulabi pour le subprime 16e mois. Merci, camarade. Suriman qui dit Astérix Mission Cléopâtre intègre un acteur handicapé et personne ne le remarque. C'est cela la vraie inclusion. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Gaëtan Seguin 38 avec Phoenix encore. Ouais, Joker 2 toujours avec Joachim Phoenix et Lady Gaga. Lady Gaga. Alors, pareil, qu'est-ce que vous en pensez? On papote aujourd'hui, hein. C'est roue libre, hein. Je vous dis, j'aurais plus rien à cirer. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Lady Gaga au cinéma? Je prends vos messages dans le chat. Je suis moyenasse, moi. Je suis moyenasse. J'aime bien, mais Star is Born, c'est bien, mais bon, en même temps, elle joue un peu Lady Gaga, en vérité, hein. Ouais, on a quoi? Nostro qui dit elle a dû chanter moins bien pour coller à son film. Attends, me spoilez pas, me spoilez pas. Nanana. Pas mal pour Tata Yo-Yo 36. Kundun 73, même en chant, c'est bof. Bof pour Phil, entre autres. Pas ouf perso pour Nyang Daouda. Lady Gaga super dans Gucci. Ouais, pareil, ma milieu, elle me tanne pour voir le truc de Gucci là. Avec Adam Driver. Oh putain, je vous ai pas parlé de ça, au fait, j'y pense. Je suis allé voir, comment que ça s'appelle? Megalopolis. Megalopolis. C'est le nouveau film de Francis Ford Coppola. Tu dis quand même, c'est pas une pompe à vélo, le gars. Je vous montre la bande d'annonce, et après je vous donne mon avis. On parle Chinoche, on parle de tout aujourd'hui. Et ce soir, je vais faire une potée aux saucisses. Je vais faire de la saucisse à rôtir avec compoté d'oignons ce soir. Caramélisé, ouais. Quand je vous dis que ça part dans tous les sens, faut me croire. When does an empire die?
does it collapse in one terrible moment? No, no. But there comes a time when its people no longer believe in it. Don't let the now destroy the forever. Ladies and gentlemen, and children of all ages, welcome. Is this society, is this way we're living, the only one that's available to us? We are taking our city back. And when we ask these questions, when there's a dialogue about them, that basically is a utopia. Voilà. Alors, j'ai vu la bande-d'annonce. Je me suis dit, ça va être une folie. Ça va être énorme. Vraiment. J'avais hâte d'aller le voir. Mais vraiment hâte. Et je suis allé le voir. Le week-end dernier. Alors, pour vous faire un avis, voilà, très... bon, essayer de, voilà, d'étaler un peu mes connaissances cinématographiques, d'être un peu carré. Parce que j'aime le grand écran. Comme dirait Michel Audiard, hein, en s'appuyant bien évidemment sur sa connaissance encyclopédique de l'écran large, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde. Mais c'est une insondable bouse. Oh, mon Dieu. Ah, je vous en ai pas parlé encore, mais je ne sais pas, mais où avais-je la tête? Where is my mind? Super chanson, ça. Pulp Fiction, scène de fin. Voilà. Ah, ça, c'est un petit peu voilà, un petit peu Ah, là, je crois que c'est Francis qui veut faire du Ford Coppola. Voilà. Ça, c'est Canal, ça. C'est les émissions de Cinoche. Alors, c'est une insondable merde, Megalopolis. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vu sur la bande-annonce, voilà, où il y a des trouvailles, mais vraiment visuelles, qui sont dingues. On comprend un peu le message du film, une sorte de société qui s'effondre, une civilisation qui s'effondre. Visuellement, c'est une dinguerie. Je me suis dit, waouh, j'ai hâte d'aller le voir au cinéma, ça va être super. Ben, en fait, ce qui est passionnant, c'est que la bande-annonce, c'est un petit peu comme les photos de vacances que vous montrez à votre tante qui a de la moustache. C'est que tu prends que les plus belles. Parce que honnêtement, ce que tu as bouffé au petit-déj le 3e jour, elle s'en branle, tata Sylvie, tu vois. Donc en fait, Megalopolis, c'est la même. C'est exactement la même. Voilà. Et d'ailleurs, c'est Fight Club, Where is my mind? Merci à Nico Guicat qui a suivi. Donc c'est dire à quel point je suis bon en cinoche. Mais c'est extraordinaire. Mais vraiment, c'est extraordinairement nul. Pour vous dire, c'est la première fois de ma vie que je pars avant la fin. Il restait 20-25 minutes. J'en pouvais plus. Et le bordel dure 2 heures. En plus, il ne dure pas 3 heures, 3 heures et demie comme on voit aujourd'hui. C'est nul. Mais nul. Mais c'est bidon. Il n'y a aucune cohérence. C'est-à-dire que vous avez Francis Ford Coppola qui s'est dit, bon, j'ai une histoire où c'est plus ou moins la chute de l'Empire romain, mais dans une ville qui se rapproche de New York, tu vois. Bon, en fait, tout le monde s'encule, les banquiers gagnent du pognon, puis font de la corruption avec les politiciens. Bon, bah d'accord, super. Waouh, mais comment t'as trouvé ça tout seul, Francis? Et à la limite, le point de départ, pourquoi pas, tu vois. Mais en fait, c'est une accumulation de scènes qui n'ont pas tout le temps de rapport entre elles. Pour dire, je vais vous spoiler direct. Hein. Ceux qui sont là en disant, dis pas trop. Non, non, cassez-vous. Je vais y aller direct, n'allez pas voir cette merde. Enfin, faites ce que vous voulez, évidemment. Mais merci à Ursa Plus pour le subprime 5e mois, merci. C'est-à-dire qu'au début du film, on te fait comprendre que le personnage principal, joué par Adam Driver, qui est une sorte d'architecte, qui a gagné un prix Nobel, qui est une grande personnalité reconnue de son milieu, qui est un peu un utopiste qui veut lutter contre l'écroulement de sa civilisation à cause de la corruption, de la politique, des médias, tout ce que vous voulez. Et le mec a inventé une sorte de matière, je crois que ça s'appelle le mégalon, ils disent dans la version, parce que j'ai vu en VOSTFR, yeah, in a fucking cinemas. Et le mec, ils te font comprendre, alors sa matière, c'est un truc à con, c'est plus ou moins de la pâte à modeler. Il t'explique qu'il peut fabriquer des bâtiments, je sais pas quoi. Alors il détruit des bâtiments pour les refabriquer avec sa matière, je sais pas quoi. Puis après, en fait, dans le film, il a fait une robe avec sa matière. T'as une sorte de chanteuse qui est une sorte de Taylor Swift. Elle a une robe.
Et on voit à travers elle. Et c'est la robe, elle est faite à partir de la matière inventée par l'autre gars. Donc c'est une sorte de plaido, sois plus malin avec tes mains et avec, je sais pas, du sperme d'Iron Man. Bon, bref. Et le Couz, il te fait comprendre qu'en fait, oui, voilà, ma femme est morte. À la tuile. Sa femme est morte. Ça c'est pas de bol. Au moins, il est tranquille à la maison. Non, ça, c'est... Voilà, ça, Tex ne l'aurait pas faite, celle-là. Bon, il te dit sa femme est morte et tu comprends qu'il y a une sous-intrigue autour de sa femme. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'on t'en parle au début, vers la 30e minute, et après, plus jamais. Alors, même si je me suis tiré à la fin, enfin, avant la fin, j'ai regardé pas mal de critiques en vidéo sur les sites et tout pour voir ce qu'il en était. Et effectivement, il y a plusieurs critiques qui disent ça ne revient jamais. Donc, c'est passionnant. On t'explique que la mort de sa femme, elle est au centre de l'intrigue, mais dans ton fiac. Donc ça dégage. Puis après, t'as des trucs mais improbables. T'as des scènes un peu psychédéliques. Tu sais pas ce que ça vient foutre là. Ça n'a aucun sens. Et donc tu te dis, en fait, c'est le film, c'est présenté comme ça, le film que Coppola voulait faire depuis 40 ans, avec, ça fait écho à la disparition de sa femme, évidemment, dans la vraie vie, là, pour le coup. Alors, c'est super, mais en fait, fais ça dans ton salon. Et ça fait mal au cœur. Francis Ford Coppola, je veux dire, on parle quand même... C'est un taulier, tu vois. Putain, ça fait mal au cul, quoi. T'as le mix, si le réalisateur de Camping fait ça, tu dis, bon, ça va. Francis Ford Coppola, il y a un côté gâchis. Mais bon, il a financé ça tout seul, et bon, bah, et tant pis pour lui. Hein. Donc, voilà. Mais non, c'est une catastrophe. Vraiment une catastrophe, cette histoire de Mégalopolis. C'est tout bidon. Et j'ai peur pour dimanche Joker. Donc, Joker 2. Affaire à suivre. On en reparlera. Les amis, 17h20, on avance un petit peu dans les sujets d'actu. Je voulais partager tout ça avec vous parce que c'est mon émission. Voilà, c'est tout. Voilà. J'ai le droit. Pourquoi l'actu? Je vais vous parler d'actu. Après, vous allez me dire, ouais, Rémi, on en a marre de l'actu. Puis après, quand je parle de ce que je mange, ouais, Rémi, on s'en branle. Ouais, mais bon, faut savoir aussi. Faut trouver un équilibre. Faut trouver un juste milieu, en fait. Non, parce que c'est le nom de la chaîne, c'est pour ça. Alors, il y a Lab17 qui dit Joker, c'est du jus d'orange. Alors, toi, normalement, je te banne à vie, en fait. Parce que ce genre de blague, c'est quoi, en fait? T'es Camille Lelouch, c'est ça? Ah, balle perdue, désolé. Je peux pas blairer Camille Lelouch, je suis désolé. Je sais pas ce que... pareil, je sais pas pourquoi. Elle m'a rien fait, hein, mais... oh, c'est pénible. Mais on l'embrasse, hein, on l'embrasse. Alors, les amis, tiens, on continue un petit peu à regarder des comédies, à parler de comiques. Conspiracy Watch. Oui, je me suis dit, dans une démarche intellectuelle poussée, qui fait de moi une sorte de phare dans la nuit, hein, pour critiquer quelque chose, quoi de mieux que le connaître? Ah, c'est beau, hein. C'est beau comme du Sarah Salman. Hein. Donc, je me suis dit, maintenant, tu sais, Conspiracy Watch, ils font des petites vidéos, des shorts. Pour les shorts. Et je me suis dit, tiens, et si on regardait ça? Parce que ça dure 1 minute, 2 minutes. Donc, c'est pas trop pénible. C'est comme un passage chez le proctologue. Quand il commence à fouiller pendant un quart d'heure, là, ça devient inquiétant. Et à mon avis, le docteur a outrepassé sa mission. Donc, on va se regarder les petits shorts de Conspiracy Watch. Puis ça leur fera des vues. Parce que je t'avoue que pour l'instant, c'est pas Squeezie. C'est pas Squeezie. Donc, on va regarder. Et là, ils ont fait un truc hier sur Julian Assange. Donc, je me suis dit, il y a sûrement des choses à apprendre. Voilà, ça, c'est sur Conspiracy Watch, les amis. Hacker, lanceur d'alerte, complotiste, mais qui est vraiment Julian Assange? Voilà. C'est une première. Le mot complotiste arrive à la 3e place. La meuf vient de commencer de parler, 3e place. Donc déjà, tu sais que tu es chez Conspiracy Watch. Voilà, c'est très important. C'est comme si tu arrives, je sais pas, sur une chaîne YouTube, tu veux savoir de quoi on parle. Si le 3e mot, c'est escroquerie, c'est une chaîne sur la pizza. Voilà. Parce que la pizza est une escroquerie. Je développerai après ce point. Depuis sa sortie de prison, Julian Assange a été reçu ce mardi 1er octobre au Conseil de l'Europe de Strasbourg. Le fondateur du site Wikileaks a été emprisonné pour avoir diffusé des documents confidentiels révélant les abus de pouvoir et les crimes de guerre de plusieurs gouvernements comme les États-Unis. Des révélations à l'impact mondial qui font de lui un lanceur d'alerte.
Mais au fait, c'est quoi un lanceur d'alerte? On parle généralement d'un expert indépendant qui prend des risques personnels pour rendre publiques des informations confidentielles. Bon, les risques personnels, Julian Assange, il en a pris. Mais est-il vraiment indépendant? Julian Assange, c'est un proche d'Israël Shamir, un agent d'influence pro-russe, négationniste, qui estime, je cite, que la France est sous occupation judéo-nazie et que les Juifs sont un virus sous forme humaine. Ça fait plaisir. Et c'est pas tout. Le fondateur de Wikileaks a aussi été en lien avec Margarita Simonian, une proche de Vladimir Poutine. La patronne des médias de propagande Russia Today et Sputnik lui a rendu visite alors qu'il était réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres. En 2012, coïncidence, il lance une émission de télé sur Russia Today. Son premier invité, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Cerise sur le gâteau, en 2016, le site Wikileaks signe ses liens avec le Kremlin en diffusant des documents piratés par les services de renseignement russes, des fuites qui contribuent à déstabiliser l'élection présidentielle américaine. Alors pourquoi on vous raconte tout ça? Julian Assange, il a beau se réclamer des valeurs de liberté, de transparence, de démocratie, en pratique, c'est pas tout à fait ça. Depuis les révélations faites par Wikileaks, Julian Assange a surtout mis sa casquette de lanceur d'alerte au service d'un agenda antidémocratique, de fréquentation douteuse et même de son intérêt personnel. En 2010, pour esquiver des accusations de viol et d'agression sexuelle, il accuse sans preuve une manœuvre de la CIA. Oh, mais c'est hallucinant. Oh, c'est hallucinant. Julian Assange. J'adore. Ah ouais, non, c'est super. Franchement, ils sont forts, Conspiracy Watch. Putain. Alors, accusation de viol, desquelles a été complètement lavé Julian Assange. Faut le savoir. Faut quand même le savoir. C'est extraordinaire, tout ce qu'elle explique. L'attaque au messager, voilà, pour décrédibiliser un message, attaquer le messager, méthode classique. Et c'est passionnant. Elle te dit pas un mot, t'as pas une preuve, t'as pas une source. Hein. Regarde, tu vas regarder sur la description de la vidéo, je suppose, voilà, t'as pas une source pour renforcer ce qu'elle dit. C'est extraordinaire, extraordinaire. Alors les commentaires, par contre, tu vois, va falloir qu'ils les enlèvent, hein, parce que la tête à claque, ça fait partie de vos critères d'embauche. Conspiracy Watch découvre le vrai journalisme, ça tourne mal. Ah si, c'est drôle. Intéressant, quand est-ce que vous rendez l'argent, Marianne? Oh putain, c'est excellent. Oh là là. Ouais, ça fait plaisir, hein. Putain. Mais franchement, c'est extraordinaire. Mais c'est pour ça, je vous dis ça, parce que bon, on va pas refaire à chaque fois le débat, hein, le débat permanent sur l'anticomplotisme, on en a déjà parlé 1000 fois. Mais c'est passionnant, en fait, je trouve, de voir à quel point ils s'enfoncent, quoi. Ils s'enfoncent sans cesse. Maintenant, ils en sont à faire des cagnottes. Julien Pain, on en parlait hier. Je veux dire, comment dire, ils quémandent l'intérêt, ces gens-là. Ils en sont à quémander l'intérêt. Bien la preuve que tout le monde s'en branle et que la qualité de leur travail ne suffit pas à faire parler d'eux. Dont acte, tu vois. Tiens, on s'en met une petite deuxième. Ça va devenir des petits bonbons, ce truc-là. Voilà. Donald Trump a un ennemi imaginaire, l'État profond. Trump a un ennemi imaginaire. Son nom? L'État profond. Ces dernières semaines, Donald Trump a été la cible de 2 tentatives d'assassinat. Une le 13 juillet dernier, l'autre le 15 septembre. 2 affaires très différentes et 2 enquêtes en cours. Mais pour la complosphère, le coupable est tout désigné, c'est l'État profond. Trump, il est la bête noire de l'État profond. The Deep State. Du Deep State, de l'État profond. De l'État profond. L'État profond. L'État profond, c'est un concept fourre-tout qui accuse au choix les services de renseignement, la haute administration, une cabale pédosataniste, voire les 3 en même temps quand quelque chose de grave se produit. L'objectif, nous faire croire qu'une instance supérieure nous cache quelque chose de plus gros que ce que les médias ou les enquêteurs nous rapportent. Vous croyez que le jeune homme qui a tiré sur Donald Trump est un ado harcelé, perturbé, emporté par sa folie meurtrière? Que nenni, c'est juste un agent de l'État profond. La preuve,
Il a eu le malheur d'apparaître quelques secondes dans un spot publicitaire de BlackRock, une importante société de gestion d'actifs régulièrement ciblée par la complosphère. Bon, soyons sérieux, on n'est pas encore en mesure de dire ce qu'il s'est exactement passé alors, ta dans gueule le détail pour Donald Si Trump. personne Cette n'en histoire sait rien, d'État laisse faire profond, des en suppositions. revanche, elle nous éclaire sur quelques réflexes complotistes. D'abord, une méfiance systématique à l'égard des faits. Ensuite, une prétention à savoir mieux que le commun des mortels. Et en réalité, un manque évident d'arguments. Si vous souffrez d'un de ces 3 symptômes, lisez Conspiracy Watch. Non mais c'est une blague. Non mais Donald c'est un Trump délit, a un... franchement. Les 3 points du complot. Non mais c'est pas possible, c'est le palmacho. Moi je te dis que c'est le palmacho. J'y crois pas. Je peux pas y croire autrement. Mais c'est extraordinaire. Oh, mais what a pump of back. Patrick. Ah ouais non mais c'est génial. Mais ça va devenir un bonbon. Franchement ça va devenir un bonbon. Parce que les 3 points du complotisme. Une prétention à savoir mieux que le commun. commun des mortels. Alors là je m'incline. Franchement, j'ai pas osé. J'aurais pas osé. Je fais un sketch dans le spectacle Zinzin, excellent spectacle. Je fais un sketch qui s'appelle Journée de formation chez les fact-checkers. Je joue un prof de fact-checking. Là, mon sketch, c'est de la merde. Hein, je vous le dis direct. Hein. Mon sketch, c'est de la merde. Elle est beaucoup trop forte. Hein. Une prétention à mieux savoir, alors que ces trompettes, on les invitait tous les jours. On les invite encore un petit peu pour nous expliquer, tu vois. Là, typiquement, tu vois, les tentatives d'assassinat de Donald Trump, la meuf, ce qui la dérange, c'est oui, mais il y en a qu'on dit que peut-être c'est l'État profond. Mais ma grande, on a essayé d'assassiner un ancien président de la République. C'est pas ça qui te dérange. Enfin, c'est extraordinaire. Non, mais vraiment, mais. C'est extraordinaire. Oh, je les adore. Mais vraiment, j'envoie mon CV, je vous en supplie. Je veux rejoindre votre troupe d'humoristes, quoi. C'est génial. Merci à Oriane214 pour le sub 22e mois. Non, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais vraiment, il y a du bon bec. Hein. Il y a du bon bec là-dessus. Je sais que certains d'entre vous vont péter une durite. Hein. Mais un jour, on va se farcir les épisodes des déconspirateurs. Hein. Avec Mendes France, Rudy Reichstadt et tout. Moi, après, ce qu'ils disent, par moment, ça peut être intéressant, on croise les doigts, mais je pense qu'on va se fendre la gueule. Je sais que certains d'entre vous vont péter les plombs et vont me dire surtout pas Rémi, mais je pense qu'on peut se fendre le fion, mais ça va être énorme. Merci à Suriman qui vient de subprime 17e mois. C'est du bonbon ce qu'ils font, c'est du bonbon. Les mecs n'ont plus aucune crédibilité, tout le monde s'en fout, mais complètement. Tout le monde s'en fout d'eux. Et ils sont là, quoi. Et ils sont là, c'est génial. C'est génial. Ah ouais, non. Franchement, j'ai envie de faire ça. J'ai envie qu'on se fasse des épisodes du bazar parce que c'est quand même quelque chose. Putain. Ah, on est bien. On est bien, les amis. On en reparlera la semaine prochaine. Alors, on continue. Bon, le moment pas fun. Voilà, le moment pas fun de l'émission parce qu'il faut, à un moment donné, aussi... On a une émission d'actualité. Hein, donc... Je sais, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais il faut essayer d'y aller, quoi. Il faut essayer d'y aller. Bon, comme d'habitude, vous connaissez ma position. Je vous l'ai dit hier, je le redis. Par contre, petite parenthèse. Ouais, il y a Malinx le Lynx 974 qui me donne une excellente idée qui s'appelle « Pourquoi pas un Conspi Comedy Club ?» Et ça peut être très marrant pour ressusciter le Martin Blachier Comedy Club, le Conspiracy Watch Comedy Club. Ça me donne une idée brillante, mais brillante. Je vais bosser. Voilà. Voilà. Donc, les amis, bon là, c'est pas drôle. Vous connaissez ma position sur le conflit israélo-palestinien. Moi, n'étant pas calé, ne maîtrisant pas en profondeur les dossiers, je préfère me contenter d'un commentaire des séquences médiatiques qui apparaissent notamment dans nos médias français, et ce qui, à mon avis, contribue à avoir déjà un regard sur le traitement qui est réservé à cette actualité. Et donc, le traitement, pour moi, explique beaucoup de choses. Le traitement explique beaucoup de choses, notamment quand nous avons des comportements grossiers, extraordinairement cyniques, et qui nous éclairent sur ce que nos médias autorisent, tolèrent et ce que nos médias ne veulent pas. On commence avec une séquence ce matin dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC Story. Barbara Lefebvre qui nous dit ceci.
la famille dans des villages qui sont à la hauteur de Akko, Naharia, qui hier ont eu 3 alertes dans la journée. Donc quand on vient nous dire « Oh, mais c'est là », qui s'est soucié depuis 1 an de ce qu'ont vécu les Israéliens ? Les Israéliens, 70 000 ont quitté leur village dans le nord d'Israël. Vous avez entendu les médias dire on est triste pour les déplacés israéliens? Personne. On dit rien pour les civils druzes, les civils druzes israéliens qui ont été massacrés, des enfants qui jouent au football par le Hezbollah. Vous avez entendu la communauté internationale exiger de Hezbollah qu'il arrête de tirer? Rien du tout. Par contre, dès qu'Israël se défend et dès qu'Israël fait le boulot parce que vous les entendez, les pays arabes, vous entendez les grands dirigeants arabes, ils sont bien contents. Les pays arabes, ils s'en foutent pas. Non, Frédéric, les pays arabes, pas, ils sont contents que le boulot soit fait. Oui, et qu'en plus, l'image d'Israël continue d'être ternie, parce que la leur peut pas être plus ternie qu'elle ne l'est déjà. Et je vais te dire, ils sont très contents qu'Israël fasse ce travail. La Jordanie est contente, l'Arabie Saoudite est contente, l'Égypte est contente, même Bachar el-Assad, il est content. Non, c'est débarrasser le Liban d'influence iranienne. Non, alors là, je veux que tu arrêtes tout de suite ce genre de mensonge. Il n'y a pas de milliers de civils libanais qui sont tués. Il y a des civils qui restent avec le Hezbollah parce que c'est la famille, c'est les familles, c'est la grand-mère, c'est la mère, c'est la femme. Si les agents du Hezbollah gardent leurs enfants et leurs femmes avec eux, c'est leur problème. Ils veulent tous mourir en shahid, c'est leur problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est voilà, ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires d'une intervenante médiatique en France qui nous explique que les moindres civils libanais qui vont mourir à cause de ce conflit sont des civils qui ont décidé de mourir parce que forcément ils sont proches du Hezbollah. Voilà. Ça se passe de commentaires. Voilà, on continue avec Anne Sinclair maintenant qui nous explique, qui nous parle de génocide concernant l'attaque du 7 octobre. Infusé dans les sociétés occidentales, y compris dans la politique française. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu un parti, nommons-le, la France Insoumise, qui a complètement tordu le sens de l'histoire, qui a voulu que ceux qui ont été massacrés deviennent les massacreurs. L'abus du mot génocide. La guerre de Gaza, c'est horrible. La guerre de Gaza, c'est atroce. On pleure autant les morts israéliens que les morts palestiniens. Mais les Palestiniens de Gaza sont les victimes du Hamas. Le Hamas aurait pu libérer les otages et la guerre s'arrêtait. Donc la guerre, elle est horrible, mais c'est pas un génocide. C'est très encadré ce que veut dire le génocide. Et d'ailleurs, l'opération qui a eu lieu le 7 octobre a des relents de génocide, justement, vouloir détruire un peuple. C'est pas ce que fait Israël. Et je ne défends pas la d'ailleurs, politique. vous aviez des mots très critiques contre. Voilà, là encore, on est dans, en termes de langage, on est dans une manipulation extraordinaire. Nous expliquer que tous les Palestiniens qui sont morts sont des victimes du Hamas, c'est scandaleux, c'est purement scandaleux, purement et simplement scandaleux. Que l'on parle de la Palestine, de l'Ukraine, de l'Éthiopie, de je ne sais quel pays, c'est purement scandaleux de faire croire que tous les civils morts sur un territoire le sont à cause d'une force combattue. C'est absurde, c'est purement absurde, c'est scandaleux. Très sincèrement, je pense que c'est scandaleux. Et tout ça pour, derrière, développer un raisonnement parfaitement foireux, qui est de dire, non mais en fait, il n'y a pas de génocide en Palestine, on ne peut pas dire ça, c'est suffisamment encadré. Par contre, le 7 octobre a des relents de génocide, mais s'il y a encadrement, dans ce cas-là, pourquoi peut-on parler de relents de quoi? C'est complètement fou. Cette séquence, c'était hier dans les médias français, hier sur BFM, le 3 octobre. Donc c'est complètement fou, Et à la limite, qu'il y ait des dingueries dans nos médias, pourquoi pas? Mais là, il faut des dingueries de tous les côtés. Et c'est complètement dingue. Alors, ceci dit, pour ne pas tomber dans le discours de médias tous pourris qui laissent la parole qu'à ceux qui défendent Israël. On en est loin du compte. Et justement, je voulais vous montrer quand même une séquence importante qui a été diffusée sur CNews. C'était le 3 octobre également, où on a des éléments qui ont été donnés. Je voulais vous diffuser ça, ça dure 5 minutes. Déjà un peu plus de nuances, déjà c'est autre chose qu'Anne Sinclair. On assiste aujourd'hui à cette inversion totale selon vous? Je pense que c'est totalement vrai. D'ailleurs, quand vous regardez
la question israélo-palestinienne, il y a deux camps totalement opposés qui s'affrontent. Un camp extrêmement minoritaire, le camp des États-Unis, de l'Europe, globalement les pays membres de l'OCDE, et vous avez le reste du monde. Le reste du monde. En fait, on a l'impression, si vous voulez, que le monde partage le point de vue parisien sur la question israélo-palestinienne. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas même. Quand on entend M. Erdogan, président turc, qualifier ce qui s'est passé à Gaza, ce qui se passe à Gaza de génocide, il le dit aisément. Le président brésilien, pareil. Le président roumain, pareil. Tous les présidents du monde entier disent la même chose. Si vous avez fait attention, lorsque Netanyahou a pris la parole lors de l'Assemblée générale des Nations unies à l'ONU, à New York, ce qui s'est passé pour Ahmadinejad il y a 15 ans, c'est passé pour lui. C'est-à-dire que la salle était à moitié vide et les autres délégations qui étaient présentes ont quitté la salle lorsqu'il a pris la parole. Mais cette question-là, à mon sens, n'est pas une question qui a trait à la qualité de juif. Cette question-là est la conséquence de ce qui est la perception de la majorité de la planète du comportement d'Israël dans sa région. On peut dire tout ce que l'on veut, mais in fine, voici un pays qui est ultra armé, totalement financé par les États-Unis, armé par les États-Unis, qui bombarde le Liban, qui bombarde la Syrie, qui bombarde Gaza, qui bombarde la Cisjordanie, et qui ne se fait pas condamner, si vous voulez, par le camp occidental. Alors que tous les autres pays du monde, quasiment sans exception, condamnent ce comportement. La question n'est pas de dire, si vous voulez, qui a raison, qui a tort. La question est de se rendre compte aujourd'hui que le regard que l'Occident a sur la question israélienne n'est plus un regard unanimement partagé dans le monde. Ça, c'est très important. C'est la fin de la domination occidentale, d'ailleurs, depuis très longtemps. C'est ce que dit notamment Hubert Védrine. Permettez-moi une question pour que vous précisiez les choses, Ardavan Amir Hassani. Est-ce que quand vous dites bombarder le Liban, vous faites quand même la différence? C'est-à-dire, on bombarde et on touche quand même au Hezbollah. C'est pas la même chose que le Liban. Le regard des uns et des autres sur les questions change. Lorsque la question de l'enterrement de Nasrallah se posera, vous allez voir 1 million de Libanais qui vont suivre son cortège. Si vous deviez les interroger, eux, ils n'auraient pas recours à cette expression-là. Parce que pour eux, chrétiens, sunnis, souvent majoritaires dans ce pays, le Hezbollah était le garant d'une certaine stabilité au Liban. Et qu'aujourd'hui, la crainte des uns et des autres, c'est qu'avec l'affaiblissement incontestable du Hezbollah après les assassinats qu'Israël a effectués et commis sur place, d'autres groupes ethniques et religieux vont vouloir régler leur compte. Et que le Liban risque de basculer de nouveau dans la guerre civile. Si vous voulez, le regard vu de Beyrouth sur la question des Hezbollah n'est pas pareil que le regard vu de Paris. Pour la plupart des Libanais, y compris les chrétiens libanais qui sont associés avec le Hezbollah, un parti de gouvernement au Liban, le Hezbollah est la formation qui a empêché le Daesh de faire irruption au Liban et a apporté la sécurité à ce pays. Donc, si vous voulez, bien entendu, on peut qualifier qui on veut de terroriste. La résistance française est qualifiée de terroriste par les nazis. Pardonnez-moi, pour le Hezbollah, il y a du sang. Non, je reviens là-dessus. Irgun était qualifié de terroriste par les uns et les autres. Juste sur la qualification de terroristes des résistants français qui ont été appelés terroristes, il y a quand même un moyen très simple de faire la différence. Les résistants français, ils allaient tuer des Allemands, des nazis, ils ne s'en prenaient pas à la population civile. Si vous voulez savoir si quelqu'un est un terroriste ou pas, regardez qui il attaque. S'il attaque des populations civiles, des gens désarmés, oui, c'est du terrorisme. S'il attaque des gens armés, des militaires, etc., là, alors attention à cette définition, parce que dans ce cas-là, Israël peut être... Mon propos n'était pas de dire qui est terroriste, qui ne l'est pas. Mon propos était de dire que le regard sur la question varie en fonction du point de vue où on se place. Si vous voulez, je suis certain que si vous deviez interroger la famille de ceux qui ont été décimés dans ces bombardements sans cesse sur Gaza, 42 000 morts incontestables, toutes les autorités le reconnaissent. Toute la région rasée, on dit 2 tiers civils, femmes et enfants. Je suis sûr que si vous deviez les interroger, la famille de ces gens-là, ils diraient que le terrorisme, pour eux,
Voilà, excellente séquence, pas un mot à rajouter sur ce monsieur qui d'ailleurs, pour la petite curiosité, mais on s'en fout, a des tonalités proches de la voix de Jacques Chirac, ça m'a fait penser à ça. Mais excellente séquence, bien évidemment, pas un mot à rajouter, si ce n'est cet incroyable but contre son camp de Céline Pina, trompette parmi les trompettes médiatiques, qui déboule en disant « Non mais en fait c'est terroriste à partir du moment où ça touche les populations civiles ». Comment te dire? Oui, oui, d'accord. Donc non, évidemment, déjà, l'argument est imbécile en soi, dans la mesure où, rappelons que quand les Américains bombardent l'Allemagne à partir de 1944, ils font pas dans le détail. Et il y a eu des morts civiles, évidemment. Donc, bon, l'argument en soi est ridicule. Et il démontre d'ailleurs toute la fragilité du discours médiatique, qui est de dire... l'Iran, le Liban, le Hamas s'en prennent à des populations civiles, ce sont donc des terroristes. C'est QFD, d'accord, très bien, mais pourquoi pas dans l'autre sens? Et on voit bien que dans cette séquence, toute la supercherie médiatique est là. Et je le redis, je ne suis pas dans un jugement moral, les amis, de dire bien ou mal, de défendre tel ou tel camp. On est vraiment dans une analyse du discours médiatique. C'est un peu la ligne de ce que je veux vous proposer sur le juste milieu. Et le but contre son camp là, de Céline Pina nous démontre toute la fragilité du discours médiatique et toute la supercherie. Avec tout de suite un rappel à l'ordre de Sonia Mabot qui est de dire « Oula, attention quand même, parce qu'on pourrait faire la confusion. » Derrière, on l'entend tousser. Je crois que c'est Céline Pina. Eh bien, tu m'étonnes. Donc, c'est dire à quel point tout ça est finalement assez risible. Et que... et qu'on pourrait d'une certaine manière en sourire si ça n'était pas si grave. Donc voilà la réalité du terrain. Voilà, je pense des bombardements à Dresde par exemple au moment de la Seconde Guerre mondiale, et Atred 44 dans le chat qui dit Idriss Aberkan dit que Gaza a été plus bombardé que Dresde. Je le laisse maître de ses propos, ça je l'ignore, donc je lui fais confiance évidemment. Donc voilà un petit peu les copains. Sur ça, je voulais quand même revenir sur ces séquences-là avec le traitement qui est celui que je choisis, qui est celui du commentaire. Commentaire de propagande, soyons clairs, du commentaire d'éléments médiatiques, et qui, à mon avis, est clair plutôt pas mal. À vous de me dire ce que vous en pensez dans le chat. Et puis, une dernière à se mettre sous la dent, qui n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. Autre séquence médiatique pour vous dire que cette propagande, elle a 1000 visages. 1000 visages. Une dame, dans les grandes gueules, toujours, qui est quand même un repère de tocard. C'est vrai que c'est comme, voilà, si tu cherches un ballon de foot, il faut aller dans un centre de formation. Si tu cherches une pompe à vélo, il faut regarder les grandes gueules. Et là, on en a une qui nous parle du bilan d'Emmanuel Macron. Elle nous dit que c'est injuste, que les gens ne l'aiment pas. Parce que je trouve que c'est dommage, parce qu'en fait, c'est assez injuste, finalement. Et je pense qu'il y a un problème de communication du gouvernement. C'est pour ça, notamment quand on parle d'économie, on va sûrement en parler avec les mesures annoncées par Michel Barnier sur la question de l'imposition. Quand on sait que, en fait, depuis tout ce septennat, on n'a jamais eu une économie quand même assez... Oui, mais 5 plus 2. Ah oui, 5 plus 2. Oui, 5 plus 2. Oui. Merci. Finalement, je suis policier. Finalement, le chômage n'a jamais été aussi bas. On a quand même une économie qui se porte bien. Et ça, personne ne le sait, personne ne le dit. Les gens pensent que le chômage n'avait jamais été aussi bas. Il y a plein d'entreprises qui se sont à nouveau installées en France. La France, il y a quand même, grâce à cette imposition, justement, à ces diminutions d'impôts, il y a eu quand même une réindustrialisation de la France. Donc, beaucoup d'usines sont à nouveau venues sur notre territoire. Et tout ça, en fait, je pense qu'il y a un vrai sujet dans notre gouvernement de communication. Mais pas que sur ce thème-là, sur d'autres thèmes également. Je pense qu'on sera amené à en parler. Et on aimerait plus souvent entendre, peut-être par la voix du président, par la voix de son porte-parole, etc., d'un porte-parole-là, dire les choses et rappeler aux Français que, écoutez, ne vous plaignez pas parce que ça pourrait être pire. Voilà, quand cette dame oublie des éléments de langage sur Macron, elle déclare avec sourire « Encore eût-il fallu que je le suce ». Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, vraiment pas plus à dire. Ça devient soviétique. Je vois quelqu'un dans le chat qui évoque ça. Ça devient soviétique, quoi. C'est vraiment... Et je vous dis, les amis, j'essaie de rester dans le juste milieu, d'être sérieux, au-delà des blagues, des machins et tout, pas de problème. Mais franchement, c'est hallucinant, quoi.
Enfin, je veux dire, tu ne peux pas convaincre quelqu'un que tu n'as pas trompé ton mec ou ta copine avec de la semence dans les cheveux. C'est pas possible. Voilà, excusez-moi de le formuler comme ça, en des mots choisis. Voilà, s'il y a des enfants, vous leur dites, bon, bah, c'est Peter Pan, j'en sais rien. Mais non, faut arrêter. Franchement, faut arrêter. Ça devient lamentable. L'économie française va bien. Ah bon? Et donc, pourquoi on cherche 60 milliards, en fait? C'est quoi? C'est pour acheter des godasses à Mbappé? Pourquoi? Pourquoi le Premier ministre fait un discours de politique générale en début de semaine? Je te parle même pas d'il y a 3 semaines. Attention, vraiment, c'est il y a 3 jours. Hein. Tu te retournes, il est là, Michel. Hein. Et Michel, il nous a dit, c'est chaud, la situation est grave. Et l'autre, t'as des boules vendredi, impeccable. Ah ben, le chômage, il a jamais été aussi bas. Bah oui, normal, on prend plus la catégorie B. Enfin, non, mais... Honnêtement, qu'on prenne les gens pour des abrutis, c'est une chose. Certains y croient à ce que dit cette dame, donc c'est qu'au fond, elle n'a pas tort de nous prendre pour des cons. Mais de manière générale, franchement, il y a des créations d'entreprises. Ah oui, ah bon? Le solde est positif depuis le Covid? Ah bon? Oui, d'accord. Non, parce que tout le monde dit le contraire. Mais attention, pourquoi pas? Non, mais faut arrêter. Je ne sais pas qui est cette dame, et c'est pas un reproche à Dominem. Hein, on l'embrasse, elle est sûrement très sympathique, mais comme je vous dis de temps en temps, les copains, avec ce qu'elle nous dit là, si cette femme était un cours d'eau, ce serait une gorge profonde, quoi. Il faut arrêter, quoi. Faut se détendre. Au bout d'un moment, il faut se détendre. Avoir une opinion, avoir des idées, avoir une idéologie, évidemment, au contraire, c'est en cela que le débat est riche. Mais au bout d'un moment, vous avez des émissions comme Les Grandes Gueules d'ailleurs, vous avez que des types qui vivent dans un monde parallèle, en fait. Vous avez que des types qui disent n'importe quoi. Mais n'importe quoi au sens qui n'existe pas, en fait. Vous avez d'un côté cette dame qui dit le bilan économique, tout va bien. Puis il y en a un autre qui va dire oui, parce qu'en fait, Emmanuel Macron, c'est Dieu. Par exemple, tu as Christophe Barbier qui déboule. L'ange Gabriel Attal. Bon, d'accord. En fait, je veux dire, au bout d'un moment, arrêtez. C'est extraordinaire. Je voulais vous montrer cette séquence, les amis, mais rendons-nous compte hein, de la gravité de ce qui se passe. Et je sais que beaucoup, et certains d'entre vous me disent, oui, mais moi, je regarde plus la télé, justement pour ça. Au contraire, je pense que ne soyons pas feignants, les amis. Il faut continuer à regarder, continuer à s'intéresser pour comprendre le niveau de supercherie. Et c'est en cela que c'est intéressant. Pour combattre un ennemi, il faut le connaître. On ne peut pas feinter, on ne peut pas ne pas les regarder dans les yeux, parce que là, ils sont vraiment en train de se chier dessus, donc c'est passionnant. Allons-y, plein badin. Non, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, les copains. Cet élément-là, cette déclaration-là qui est magnifique. Voilà un petit peu. Les copains, voilà ce que je voulais vous dire. Je crois qu'on est pas mal. Les amis, pour aujourd'hui, pour ce Juste Bistrot de fin de semaine. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, à 18h. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Juste Milieu. Voilà. J'espère qu'on va se fendre la gueule. Et puis dimanche, c'est le côté obscur de la farce tranquille. Vous le savez, je vous en parle depuis le début de la semaine. J'ai hâte d'avoir votre avis, de savoir ce que vous en pensez de ce nouveau format 0% bienveillance humaniste. Je ne vais pas vous mentir, on est sur un nouveau délire. Je me suis fait plaisir. Voilà, en ce moment, je vous dis ça pour finir la semaine, je vous partage quelques petites réflexions. En ce moment, il y a une volonté de revenir vers la blague. Je vous le dis, il y a une volonté claire de revenir vers la blague. Je pense que Juste Milieu, c'est un petit peu perdu. Je vous partage ça, on est entre nous, on papote pour finir la semaine. Juste Milieu, enfin moi, je parle pas de moi à la troisième personne, les choix que je fais en tant que vidéaste, je me suis peut-être un petit peu paumé avec des sujets un peu lourds, à vouloir être dans l'analyse, trop dans l'analyse à mon avis. J'ai un peu trop quitté le territoire de la blague. Et je peux vous dire que jusqu'à nouvel ordre, je reviens le couteau entre les dents avec une ferme intention de leur en mettre plein la gueule. Voilà, je vous le dis, on est sur une humiliation respectueuse, qui est un petit peu la nouvelle stratégie de Juste Milieu. On va se foutre de leur gueule de manière républicaine. Voilà, je le dis. On ne va jamais outrepasser la loi, mais on va leur en mettre plein la gueule. Voilà, je vous le dis, c'est la nouvelle stratégie, c'est le nouvel état d'esprit. Ça commence dimanche. Avec un nouveau rendez-vous qu'on a créé d'ailleurs, le côté obscur de la farce.
et on va y aller plein gaz. On va y aller plein gaz parce que même moi, ces dernières semaines, ces derniers mois, malgré le spectacle qui est une aventure extraordinaire, ça me pesait de plus en plus. Parfois, je fais la farce tranquille un peu à reculons en me disant, voilà, essayez d'analyser, essayez de comprendre, de proposer des éléments de réflexion, je sais pas quoi. Je pense qu'il faut leur mettre plein la gueule. Revenir à la base de ce qui était juste milieu, de ce qu'on faisait. Et je suis motivé. Je suis déterminé. Retrouver le territoire de la blague. Donc, ça va chier des bulles carrées, mais fort. Voilà, dans les mois qui arrivent, ça va, on y est. J'ai des idées de vidéos qui vont arriver, de formats, de personnalités médiatiques qu'on va se farcir. Ça va être sympa. Voilà. Restez au rendez-vous, ça va être cocasse. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là, les copains. Vous avez le rendez-vous ce soir, vous avez le rendez-vous dimanche. Maintenant, tout le monde est au courant. Et on se retrouve la semaine prochaine du Juste Bistrot de lundi à jeudi. De lundi à jeudi, vendredi, direction Pau. Pour moi, pour le spectacle, vous le savez les amis, c'est le 12 octobre 2024 à Pau. La prochaine date du spectacle, on est plus de 260 billets qui ont été vendus. C'est complètement dingue. On va battre le record de la tournée. Ça va être une ambiance de taré. Il y aura une buvette sur place. On va manger ensemble. On va boire des coups ensemble. Ça va être une petite fête, les amis. Donc, je compte sur vous. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir. On va se régaler. Je vous mets le lien sur Twitch. Je vous mets le lien sur Twitter si vous voulez venir. Les amis, on va se fendre la gueule. C'est la fête et c'est l'esprit. On est ensemble et on va se le prouver déjà à Pau le 12 octobre. Voilà, je vous embrasse. Merci les copains. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous la semaine prochaine. Vive la rigolade, vive la France et à lundi.